présidentielle qui se profile dans moins d'un an. Et donc, ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Oui, je suis candidat. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait pas une toute petite primaire. Dire où l'on veut emmener la France. Voilà ce que c'est qu'une campagne présidentielle. Je suis candidat parce que je crois en l'avenir de notre pays. J'ai toujours su que Emmanuel Macron au pouvoir, ce que ça allait produire, c'est des riches plus riches et des pauvres plus pauvres. J'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. Notre axe, c'est qu'on est écologiste et qu'en tant qu'écologiste, on veut qu'un maximum de Françaises et de Français puissent avoir accès à des politiques écologistes et de gauche. Moi, je ne viens pas vous dire aujourd'hui, moi. Mon premier candidat est Jean-Luc Mélenchon. Membre de l'Organisation communiste internationale de 1972 à 1976, il entre ensuite au Parti socialiste et devient successivement conseiller municipal de Massy en 1983, conseiller général de l'Essonne en 1985 et sénateur en 1986. Il devient également ministre délégué à l'enseignement professionnel de 2000 à 2002 dans le gouvernement Jospin, donc sous la présidence de Jacques Chirac. Et oui, Jean-Luc Mélenchon a été ministre. Il va quitter le PS en 2008, à l'issue duquel il part fonder le Parti de gauche. Et son parti va former une coalition avec le Parti communiste sous les couleurs du Front de gauche. Et c'est grâce à cette coalition qu'il est élu député européen en 2009 et réélu en 2014. Et c'est en 2012 qu'il se présente pour la première fois candidat à l'élection présidentielle avec la même coalition, celle de son parti et celle du Parti communiste. Il va finir 4e avec 11,1% des voix, ce qui n'est pas négligeable, c'est quand même la première fois qu'il se présente. Et c'est en 2016 qu'il va fonder le mouvement La France Insoumise. Il va se présenter sous cette étiquette à l'élection présidentielle de 2017. Il va promouvoir un programme éco-socialiste tout en tenant un discours anticapitaliste et antilibéral, ainsi qu'en défendant le non-alignement à l'international, ce qui va le différencier du reste de la gauche. Il termine à nouveau 4e, mais il réunit cette fois-ci 19,6% des suffrages. Il est ensuite député des Bouches-du-Rhône et préside le groupe LFI à l'Assemblée nationale jusqu'en 2021. Et en 2022, il va encore se présenter à l'élection présidentielle, et cette fois-ci, il va récolter 22% des voix, finissant 3e, juste derrière Marine Le Pen. Pour les élections législatives 2 mois plus tard, lors desquelles il ne brigue pas de second mandat, il est le chef de file de la coalition Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, ce qu'on appelle la NUPES, qui va devenir la principale force d'opposition de l'Assemblée et prive Emmanuel Macron d'une majorité absolue. À partir de juin 2022, il n'a pas vraiment de mandat effectif, il reste actif dans le débat public et devient en 2023 coprésident du laboratoire d'idées affilié à LFI qui s'appelle l'Institut La Boétie. Et on arrive maintenant, et c'est cette année qu'il a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il y a quelques jours, pour le 14 juillet, la députée Mathilde Vignet, députée LFI de la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine, a invité Jean-Luc Mélenchon en invité spécial de sa fête populaire. Tout ça c'était à Paimpont et on se retrouve pour la prise de parole de la députée et de Jean-Luc Mélenchon. Le meeting a commencé avec une prise de parole de Mathilde Vignet où elle va notamment dans son discours attaquer ses adversaires du RN. Nous sommes dans un moment historique, bien particulier. Partout, l'extrême droite montre les muscles. Il se moque de la justice, il se moque de notre environnement. Il monte les gens les uns contre les autres. Il se moque de nos institutions. Il se moque de notre histoire. Alors, quand j'apprends que des anciens du GUD, groupuscule d'extrême droite, organisent des banquets à Paimpont, là où a souffert le prolétariat breton, je suis en colère. Quand je vois que l'extrême droite vote pour la loi du plomb, qui va réintroduire des insecticides interdits et accaparer l'eau au bénéfice de quelques-uns, je suis en colère. Je suis doublement en colère, car notre région souffre de l'agro-business. Seulement 8% des masses d'eau sont en bon état écologique sur le bassin de la Vilaine. Et là, c'est la sécheresse. L'urgence, c'est aujourd'hui. Après le discours de la députée, sous les slogans le louant, le patriarche monte sur scène pour étaler son discours. C'est bien. Vous criez des choses sensées. Il y a eu le cortège, ce matin, militaire. Chacun fait son devoir. On me dit qu'on y a fait défiler l'unité de police Bravem. Eh bien, si c'est moi qui suis élu, on dira qu'il a fait ça pour nous dire adieu, car à peine élu, cette unité sera dissoute. La terre entière brûle
et notre pays entier est en train de brûler. Cela est un résultat politique. Ce n'est pas la nature qui l'a amené, c'est l'invraisemblable stupidité du capitalisme, de son accumulation, du refus de régler et d'organiser. La canicule est le manifeste de la mort contre le manifeste de la vie qu'est la volonté de vivre égaux en droit. Voilà ce qu'il faut nous dire d'abord. Et le reste, ce sont de pitoyables marionnettes. Regardez à quel point ils n'ont rien préparé. Écoutez tous, rappelez-vous, en 2003, nous avons été pris par nos bons sentiments. On nous a dit, il manque de climatisation partout. Et donc, nous allons vous prendre un jour férié qui feront une cotisation pour pouvoir équiper ce qui doit l'être pour résister à la canicule. Eh bien, voilà que pendant 23 ans, à coût de 3,5 milliards par an, cet argent venu de votre travail à tous et à toutes est monté jusqu'à la Caisse suprême. Mais il n'en est rien ruisselé, ni sur les EHPAD, ni sur les écoles. Ces gens vous ont menti en vous prenant par les bons sentiments. Voilà ce qu'ils ont fait. Honte à eux, qui depuis cette époque, après vous avoir pris chaque année une journée de travail, ont menti et caché, déplacé cet argent et utilisé pour autre chose que ce pourquoi vous aviez été d'ailleurs plus ou moins d'accord pour le donner. Il n'y a qu'une chose qui les arrête, c'est la résistance que vous êtes capable d'y opposer. Sinon, rien ne les arrête. Tout peut être, comme ils disent, monétisé, depuis les grandes épidémies jusqu'aux incendies. Il va falloir maintenant aller à apprendre auprès de tous ceux que vous avez méprisés hier, que vous avez insultés, dont vous méprisez et vous insultez les enfants qui viennent ici faire le travail qui permet à notre pays d'exister, pour leur dire « Heureusement que vous êtes là parce que vous savez encore le faire. » Monsieur, vous allez ruiner le pays si on applique votre politique. En quelques années, disent-ils, eux qui ne sont pas capables de savoir ce qui va se passer demain matin, prétendent savoir quel sera le résultat de notre politique. On plaisante. Mesdames, Messieurs, cette campagne présidentielle doit d'abord commencer par un immense éclat de rire. En observant tous ces faquins qui, s'étant trompés de toutes les manières possibles, ont encore le culot de redire. Voyez-vous, monsieur Édouard Philippe, et c'est lui qui vous avait annoncé 16 Canadair. Il n'y en a pas un. Il y en avait déjà la moitié qui ne fonctionnait plus à l'époque. Eh bien, ça ne s'est pas arrangé depuis. Et il y a aussi monsieur Attal. Alors lui, il a encore fait mieux. Comme il ne savait pas où économiser, il a dit les Canadair, tout le monde s'en fout. En tout cas, lui s'en fout, quick. Il a coupé. Nous sommes la nation capable de faire le meilleur avion de guerre du monde, le Rafale. Nous sommes la nation capable de prendre la tête de tous les marchés de l'aviation commerciale en faisant voler des avions dans lesquels les Français ont introduit des techniques uniques au monde pour en alléger le poids et bientôt la quantité de carburant qui sera consommée. Mais nous ne sommes pas capables de faire un avion qui va prendre de l'eau pour la jeter sur des arbres. Comment c'est possible une chose pareille? Attendez que je sois élu et vous verrez qu'ils vont trouver vite le moyen d'en faire. Donc j'ai eu droit à une polémique sur faut-il de la clim ou pas. Alors tout bien pesé, je continue à dire que si bien sûr dans l'urgence, il y en a besoin pour ceux qui souffrent le plus, nos enfants dans les écoles, les personnes âgées et ceux qui sont en prison, qu'il ne faudrait peut-être pas oublier, car la peine c'est la prison, pas la torture. Mais que si on met de la clim partout, on fera augmenter, comme c'est déjà le cas à Dubaï et ailleurs, de 3 points, de 3 degrés de plus l'atmosphère commune. Voilà. La clim fabrique de la fraîcheur en jetant de la chaleur. Point. Le MEDEF s'est converti au communisme. J'ai lu leur texte et ils disent « L'eau est un bien commun, le MEDEF, l'eau est un bien commun ». Ah, mesdames, messieurs, les voilà touchés par la grâce. Alors ils disent, comme c'est un bien commun, ça peut pas être tout pour les uns. Ah, mais c'est magnifique, c'est exactement ce qu'on vous dit à propos du fric. Pendant qu'on y est, il n'y a pas que le MEDEF qui devrait être touché par la grâce. Plein de gens devraient réfléchir, comme je l'ai fait moi-même à un autre moment de ma vie. Car oui, moi j'ai été, comme beaucoup de gens,
admiratif devant l'exploit que représentait l'utilisation de l'énergie nucléaire. Je voyais bien l'apport que c'était pour la vie de notre pays. Et puis j'ai vu Fukushima, et ça m'a guéri pour un bon coup. Je me suis dit, bien sûr que c'est sûr, bien sûr que ça marche, bien sûr que c'est magnifique. Mais le jour où ça ne marche plus, et où c'est plus magnifique, la catastrophe est irrémédiable, irrattrapable, pour des milliers d'années. Et alors je me suis penché en me demandant, quels sont les laboratoires qui travaillent dans ce pays pour savoir comment on peut refroidir, comme on dit, les déchets nucléaires, c'est-à-dire faire baisser le niveau de radiation qu'ils contiennent? Eh bien, je vais vous dire combien il y en a. 0. C'est nous qui avons les quantités les plus incroyables de déchets nucléaires et personne ne travaille à savoir comment on pourrait leur faire changer de nature. Par contre, nous en avons balancé dans la mer, dans l'océan. Et maintenant, tout ça est en train de se dégrader et on ne connaît pas la suite des événements. Et je sais une chose, c'est que si pour notre malheur, il arrive quoi que ce soit à une centrale, comme par exemple la centrale de Nogent, qui est en amont de la ville de Paris, le fleuve qui le dessert, eh bien alors, nous devrons évacuer 13 millions de personnes. Comment? Par taxi? Et il faut qu'à tout moment, le peuple ait la possibilité de dire « basta, stop, ça va pas du tout, c'est pas ça qu'on veut ». Et voilà à quoi serviront ces référendums citoyens. Voilà à quoi serviraient les référendums révocatoires. Alors vous trouverez toujours quelques bel esprit pour vous dire « ah, avec vous, ça va être la pagaille permanente ». Mais non, c'est que vous n'y connaissez rien et surtout que vous méprisez le peuple. Le peuple ne demande pas la pagaille permanente. Ça, c'est vous qui pouvez demander la pagaille permanente dans vos rédactions pour pouvoir prendre le pouvoir. Mais dans le peuple, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que tout le monde doit assurer sa vie, celle de sa famille, celle de ses enfants, prolonger son métier, son apprentissage. Tout ça est très important. Et on n'a pas de temps pour la pagaille. Alors ne croyez pas qu'on fait des manifs pour aller s'aérer. Ne croyez pas qu'on fait la grève parce qu'on en a marre de travailler. C'est pas pour ça. Ça, c'est ce que vous racontez entre vous. Voilà maintenant, depuis le 7 juin, que j'ai présenté devant vous la thèse de créer des éco-régions. Les régions que nous allons créer, comme l'ont fait avant nous ceux qui avaient pensé aux départements et aux communes, sont celles qui devront prendre en charge l'intérêt écologique du pays, c'est-à-dire des biens communs que sont l'eau. Et c'est pourquoi elles seront organisées à partir des bassins versants et du conseil que nous donnerons les 7 grandes agences de l'eau qui marchent d'une manière magnifique dans notre pays et que la loi qui est en train de se voter au Sénat prétend mettre sous le contrôle du ministère de l'Agriculture, ce dont il ne peut être question. Eh bien, les bassins versants, il y en a 6 sur le territoire de l'Hexagone. On peut les découper en sous-bassins versants tenant en compte les rivières. Parce que tout finit dans l'eau. Et parce que l'eau va faire la pluie, et parce que la pluie va refaire la terre, et que la terre va ruisseler dans l'eau, qui va retourner dans la mer, et ainsi de suite. Le cycle de l'eau est le cycle fondamental de la vie. C'est la raison pour laquelle ces éco-régions auront à prendre en charge l'ensemble du cycle. L'eau, l'air, la terre, et, plus dur à entendre, la santé. Car combien de maladies dorénavant sont des maladies politiques au sens où elles résultent de décisions politiques absurdes. C'est parce qu'on permet l'utilisation de produits dont on remplit la terre que tant de gens sont malades. Après la Marseillaise, aux côtés d'autres journalistes, j'ai pu poser quelques questions à Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. 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 Monsieur Mélenchon, comment vous comptez lutter contre les élevages intensifs en Bretagne, contre les élevages intensifs, notamment en Bretagne, qu'il y en a beaucoup, tout en garantissant un meilleur salaire aux agriculteurs? On voit bien que c'est tout un modèle agricole qu'il faut repenser, donc ça ne sert à rien de montrer du doigt celui-ci ou celle-ci, parce que la plupart des gens sont surtout obsédés par l'idée d'arriver à survivre, ce qu'on peut comprendre. Beaucoup se sont endettés parce qu'on leur a promis que s'ils achetaient telle machine, alors ça allait mieux, plus de rendement. Voilà le résultat, on l'a sous les yeux. Vous avez vu le nombre de volailles qui ont encore péri dans cette affaire. Et partout, c'est là où il y a des élevages intensifs. Bon, voilà, mais je vous signale qu'on en était encore il y a quelques mois à parler de fermes de 10 000 vaches et de je ne sais pas combien de cochons et tout ça. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous proposez que c'est une bonne manière certaines fois de tuer les animaux quand ils sont malades ou alors... Écoutez, moi ne me posez pas des questions trop
technique, je ne suis pas paysan et je ne sais pas vous dire. Alors, elle l'est, c'est pour ça que je lui ai dit Mais vous êtes quand même un parti qui défend le plus les animaux, donc qu'est-ce que vous proposez pour ça en fait? Est-ce qu'il faut les tuer? Est-ce qu'il faut aider plus les agriculteurs? Comment en fait faire l'équilibre entre les deux? Je parle à vous parce que quand même vous êtes candidat. Non mais attendez, je ne veux pas vous malmener, mais me demandez pas de répondre à un degré de... Alors est-ce qu'il faut abattre les animaux avant de les manger? C'est ça que vous me demandez? Non. Ou bien c'est après les avoir mangés? S'ils sont malades. Mais la crise par exemple de la volaille, la première chose que j'ai à dire, c'est qu'on en est à la 5e épidémie. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on passe de 1 à 5? C'est quoi le truc, hein? Et c'est à moi qu'on vient demander ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut d'abord le demander à ceux qui s'en occupent. Et je pourrais leur dire, qu'est-ce que vous comptez faire la prochaine fois pour ne pas être obligé de tuer, comme la dernière fois, 20 millions de volailles? Qui est... écoutez, ça choque tout le monde. Comment je pouvais savoir, moi qui suis un citadin, qu'on broyait les poussins avant que ça vienne dans un débat, hein? C'est horrible! Bon, ce jour-là, vous m'auriez interrogé, vous auriez dit, ah là là, c'est surtout pas ça qu'il faut faire, c'est une abomination et compagnie. Mais après, je suis raisonnable, je parle pas de ces poussins, mais d'autres choses. Je vois bien qu'il y a un point d'équilibre, comme elle dit. Tu peux pas dire aux gens, t'amener et dire, bon, tout ça est insupportable, on ferme. Ça tient pas debout. Donc on est obligé d'imaginer des transitions, mais je sais bien par quoi ça passe. Vous êtes tous végétariens? Non, on pourrait diminuer la consommation de viande, mais de viande de qualité. Mais attendez, non. Il ne faut pas toujours tout tourner à la blague, parce que sinon on peut parler de rien sérieusement, et voilà que je suis en train de perdre le fil de ce que je vous disais. Je sais le point nodal. Tous ces gens se sont endettés. Aucun discours qui vient faire de la morale ne sera écouté. Et pour une raison que je comprends. C'est que si vous êtes pris là, vous ne pouvez pas écouter le monsieur qui vient de la ville et qui vous dit il faut faire ceci ou il faut faire cela. Donc d'une manière ou d'une autre, on va en passer par la conditionnalité, c'est-à-dire on réachète la dette. Mais je vais vous dire le vrai problème qu'on aura, c'est pas tout ça, c'est où on va trouver les paysans dont on a besoin. Voilà le problème de fond. Parce que ceux qui sont là, ils s'en vont bientôt. Il n'y en a plus que 400 000. Il y en avait 7 millions à la fin de la guerre. Il n'y en a plus que 400 000. Pour faire de l'agriculture bio comme on veut le faire, pour toutes les cantines gratuites, il faut qu'on trouve au moins 400 000 personnes de plus. Certains m'ont dit, t'exagères, c'est seulement 300 000, d'autres 200 000, etc. Comment je fais? Imagine, ça c'est la question à poser au président. Alors je fais 1, 2, 3, 4, 5, toi t'es paysan. 1, 2, 3, 4, 5, toi tu vas travailler la terre. Non, bien sûr que non. Donc il va falloir donner des raisons de vouloir être agriculteur, c'est-à-dire une autre manière de vivre que ce qu'endure aujourd'hui nombre d'agriculteurs. C'est quand même une profession dans laquelle il y a un taux de suicide qui est absolument incroyable. C'est pour ça que je me méfie des formules à l'emporte-pièce, parce que je sais que derrière il y a une réalité sur laquelle n'importe quelle décision qui ne prend pas en compte cette réalité est destiné à se fracasser. Et ce n'est pas les bons sentiments qui feront la décision. Non mais justement, est-ce que vous pourriez accepter des Non. mains tendues ou des choses comme ça? Ah, mais des mains tendues de quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Qui tend sa main? De quoi vous me parlez? C'est pour créer de la dispute, c'est ça la question? Et en 2024, on voit bien que ça a marché, que ça a permis d'avoir... Oui, comment? Sur un programme. Voilà. Et sur un rassemblement. Non. Aussi. Le rassemblement, parce que le programme. Ne me demandez plus jamais de ma vie de faire semblant que j'ai pas vu ce qu'il y a dans le programme. Je ne referai plus jamais du soutien à des gens qui, au moment même où ils font leur programme, savent ou bien qu'ils ne l'appliqueront pas, ou bien qu'ils en appliqueront un autre. Parce que quand je les écoute parler, je ne vois pas la différence. Il y a beaucoup de grands mots, des grandes phrases, avec des accusations, souvent injustes, sur le plan international, parce que si c'est ça le débat, mais je ne veux pas me disputer avec eux. Ça a définitivement cessé de m'intéresser. Si on doit parler des écorégions, ok, on discute séance tenante, je suis prêt. Peut-être que j'ai pas bien prévu ci, ou peut-être qu'il faut faire plutôt comme ça, ok. Mais la dispute personnelle, parce qu'on passe d'une chose à une autre, jouer en équipe, c'est pas un jeu pour moi. La situation est d'une gravité totale. Les accusations, des fois, servent à rien, ça blesse, inutilement. Pourquoi faire? Ou bien on parle de programme, ou on parle de rien avec moi. Comment vous comptez régler, par exemple, les problèmes de climatisation dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les crèches? Parce que vous parliez dans votre discours de climatisation, comment vous comptez lutter contre le réchauffement climatique, mais en même temps équiper les écoles, les crèches, les hôpitaux de climatisation? J'ai pas dû bien m'expliquer. On reprend tout à zéro. Donc la climatisation, c'est un système d'urgence, parce qu'il y a des gens qui sont
très mal et qui peuvent en mourir. Donc il faut équiper. Ce qui est fait est nul. Mais le fond de l'affaire, c'est pas de se dire qu'on va mettre de la clim partout. Si on fait ça, on va faire augmenter la température. On en est sûr et certain. C'est un fait qui est établi scientifiquement. Donc la solution dans la durée ne consiste pas à aller foutre des climatisations partout, mais à changer la manière de construire. L'isolation ? Évidemment, merci. Et surtout de trouver les matériaux et la manière de construire et de faire. Faites le tour, n'importe où, regardez comment est fait une gare. Regardez comment il fait un bâtiment public, la taille des surfaces vitrées, l'incapacité où se trouvent ces bâtiments à faire circuler l'air à l'intérieur. Alors qu'il y a des tas d'endroits où on sait le faire. On l'a fait, pas en France, hein, mais là où il faisait assez chaud pour ça, vous savez, il y a des siècles d'expérience dans ce domaine. Mais encore une fois, ce que vous avez le droit de me demander, c'est comment on va s'y prendre. Pas ce qu'on va faire, parce que si ça se trouve, dans 10 jours, quelqu'un a trouvé une solution plus efficace que la climatisation. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il faut changer la manière de faire. Or, c'est ce qui est absent de la discussion politique du pays. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de faire autrement. On parle de la clim et des choses comme ça qui veulent rien dire. C'est de l'immédiat, c'est de l'urgent, c'est de l'émotif, c'est du... Et ça, c'est pas sérieux de faire de la politique comme ça. Enfin, moi, je trouve, hein, maintenant, après... Et je vous redis, moi, je suis partisan de la retraite à 60 ans. Je suis pour la sécurité sociale intégrale. Donc, le temps, il ne faut pas compter, faire de la petite comptabilité à la petite semaine. Tous les gens qu'on prétend maintenir au travail n'iront pas au travail parce qu'ils sont trop âgés ou trop abîmés déjà. Par conséquent, ils iront à la caisse de chômage. Et à la caisse de chômage, il y a déjà plus de la moitié des gens qui n'ont pas d'indemnité. Ça veut dire qu'on va rembobiner le fil de l'histoire. La France s'était débarrassée de la pauvreté de ses anciens en permettant à chacun une vie meilleure. Et on va rembobiner le fil et les gens vont retomber dans la pauvreté, l'usure physique, l'abandon, etc. Voilà pourquoi je ne vois pas, quand on me dit « Ah mais on ne peut pas payer », je dis « Ce n'est pas vrai ». On peut payer, on peut le faire. La sécurité sociale, de toute façon, est à flot. Si elle percevait les cotisations qu'elle percevait normalement, elle est à flot. Les caisses sont parfois excédentaires. On peut rétablir la loi qui veut qu'une caisse vienne au secours de l'autre quand il y a un déficit. Donc, l'argument du coût n'est pas fondé. Alors après, c'est vrai que je peux aussi augmenter le nombre de cotisants. Hein. Je connais une bonne méthode. On donne des papiers à tous ceux qui travaillent et qui n'en ont pas. Le lendemain, ça fait des cotisants de plus. Allez, combien il y en a ? Ça veut dire que pour les retraites, il faut... J'ai essayé. J'ai ensuite interviewé quelques partisans de LFI. Est-ce que vous pensez que Mélenchon, c'est le meilleur candidat ? C'est vraiment, on se reconnaît dans ses idéaux et ce qu'il véhicule, donc c'est vrai, mais au-delà de Jean-Luc, c'est vraiment tout le parti de la France Insoumise aussi qui véhicule ça, que ce soit au niveau local ou... C'est quoi la mesure qui vous plaît le plus, si on avait une à retenir ? Tout est à refaire, donc il n'y a pas une mesure qui me plaît plus. J'aime autant le positionnement à l'international que le positionnement sur reconstruire les droits du travail, augmenter les gens, être sur une économie de la demande et non plus de l'offre. Enfin, il y a énormément de choses qui sont pour moi primordiales. C'est la meilleure gauche selon vous ? La gauche qui rassemble le plus de monde et... Pour moi, c'est la vraie gauche en fait. C'est pas la meilleure, c'est presque l'unique, en dehors de l'extrême gauche qui a des propositions intéressantes également, mais autrement... Parti socialiste et les autres, j'appelle plus à la gauche. C'est une social-démocratie qui va de plus en plus vers le macronisme. On a besoin des communistes, des écologistes, bien sûr, et des gens du Parti socialiste qui sont aussi convaincus qu'il faille changer des choses. En revanche, l'appareil du Parti socialiste, c'est pas possible. Enfin, à chaque fois qu'ils acceptent la NUPES, ils l'ont dézingué. Le nouveau Front populaire, ils se sont désolidarisés tout de suite. On ne peut pas continuer à faire confiance à des gens qui sont systématiquement dans la trahison. Soit ils se positionnent vraiment avec des valeurs de gauche, ou alors qu'ils aillent avec les macronistes, quoi. On s'en fout. Ça veut dire s'il y aurait une primaire, que le PS serait à la tête de la primaire, vous voterez pas pour lui ?
Déjà, le principe de primaire, pour moi, c'est quelque chose qui permet de diviser un peu les gens au lieu que normalement, c'est censé souder tout le monde. Oui. Et rien que le principe de primaire, si quelqu'un se présente à une primaire, moi, je comprends pas et j'adhère pas. Donc. Ça finit par diviser au final, alors que le but premier, c'était de rassembler. On a bien vu que Mélenchon, c'est le mieux placé pour arriver au second tour, mais au second tour, il serait écrasé à quasiment 70%. Est-ce que pour vous... Pour quelqu'un d'autre que le RN, mais pour donner plus de place à... C'était ma question. Ouais. En vrai, j'entends l'argument et il est valable, mais en fait, je me vois pas... Enfin, en fait, si tout le monde raisonne comme ça, forcément que Mélenchon ne passera jamais au présidentiel. Donc, donc vous aurez besoin du centre et du PS pour le faire gagner aussi. Après, oui, bien sûr, mais ça serait compliqué. Mais c'est derrière un programme. C'est ça la différence avec ce qui s'est passé en 2024. Et surtout, je me permets, il n'y a pas un seul candidat qui, pour l'instant, dans les sondages qui sont quasiment... Enfin, les méthodes de sondage sont toutes fausses. Ils ne fonctionnent pas avec les erreurs qu'on connaît. La dernière fois, quand même, on a été sous-estimé de près de 10 points. Il n'y a pas un seul sondage qui donne un autre candidat que l'extrême droite vainqueur. Donc si on en croit les sondages, tout est perdu. Allez, c'est bon, on y va, c'est l'extrême droite qui gagne. Non, on est là pour une lutte. Et donc, évidemment, le seul candidat à gauche qui est bien positionné et qui mène un combat de front, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est déjà accrédité à 16% dans les sondages. Donc il faut continuer à fond dessus et c'est la seule force qui rallie l'ensemble des forces de gauche, des communistes, des écologistes. Vous avez vu aux élections municipales, on a beaucoup de militants écologistes qui ont soutenu la campagne de la France Insoumise aux municipales contre leur avis du parti. Donc évidemment la force est à la France Insoumise et donc il faut la suivre. La célèbre phrase de Mélenchon, c'est ici est la force et donc on est là et on applique et on luttera pour gagner et il faut y aller toujours avec de l'espoir pour vaincre parce que la France est résolument antifasciste comme elle a toujours été parce qu'on a gagné en 1945, on a toujours battu et en 2002 je pense que les Français, même si leur parti peuvent ne pas appeler un front républicain, ils le feront quand même parce qu'ils savent dans leur histoire et par leur éducation ce qu'est l'extrême droite et ils le refusent résolument. S'il arrive au second tour, il gagne parce que Pourquoi ? Les Français sont suffisamment éveillés pour se rendre compte que l'extrême droite, on a déjà essayé en fait. Vous pensez que la droite pourrait voter pour Mélenchon au second tour ? C'est très optimiste, ça serait très optimiste de dire ça. Mais non, mais au moins à partir du centre, je pense, s'il existe. Donc LFI pourra compter sur les électeurs de droite et du centre pour gagner ? Ceux qui ont un devoir républicain, ceux qui pensent à l'idéal républicain, évidemment qu'on les appellera et c'est totalement normal face à l'extrême droite que les Français se réveillent et soutiennent une candidature républicaine pour des valeurs d'égalité. Je pense que, c'est ce que tu dis, mais en soi, ça paraît logique. Du moment où il y a quelqu'un de l'extrême droite en face, je vois pas quel citoyen qui a un minimum de respect, un minimum de valeur, va pas se dire va falloir, faut faire front et faut voter Jean-Luc. Pour finir cette vidéo, j'ai interviewé la députée à l'origine de l'événement, Mathilde Ligné. Pourquoi c'était important d'amener Jean-Luc Mélenchon sur votre territoire en ce 14 juillet ? Alors déjà, il faut savoir que quand j'ai organisé cette fête, donc c'est la 3e édition, donc c'était pas prévu à la base qu'ils viennent. Et puis il y a quelques temps en fait la proposition est venue et en fait nous on était très heureux de pouvoir l'accueillir. Je crois que c'est aussi important. Alors moi j'aime pouvoir faire des événements publics partout sur la circonscription, essayer d'équilibrer les endroits où je vais, pas rester dans les grandes communes et donc c'était important de venir à Paimpont et donc là du coup ça prenait aussi tout son sens et qu'ils viennent, c'était vraiment important. Voilà, c'est une reconnaissance aussi par rapport au travail politique que nous on mène sur la circonscription. Et en ces fortes chaleurs, on voit le gros soleil. En quoi LFI c'est le meilleur parti pour lutter contre le réchauffement climatique ? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, on veut un programme de rupture. Pour nous, c'est important de rompre avec ce système-là. Et justement, en fait, le réchauffement climatique, il est là. Donc maintenant, la question, c'est comment on fait pour réduire ce qui a provoqué ça, voire l'empêcher, mais aussi comment on va s'adapter, mais de façon, durable. La question de la climatisation, par exemple, c'est un bon exemple, de fausses bonnes solutions, si on la met partout, ou si on dit la climatisation, ok, mais que dans les endroits où il y a des personnes qui sont sensibles. Et si Mélenchon est au pouvoir, vous serez plutôt ministre de l'écologie ou de l'agriculture comme vous venez de ce milieu ? Pour l'instant, c'est pas la question que je me suis posée.
Pour l'instant, je suis députée, j'ai un mandat à tenir, donc voilà. Et si on me voit, si je devais être dans un gouvernement, ben j'irais plutôt vers l'agriculture parce que c'est un sujet que je travaille beaucoup. Merci beaucoup.